Bonjour à tout le monde, bienvenue. Et donc, c'est parti pour cette cinquième partie. Alors, comme j'ai fait jusqu'à maintenant un petit rappel des choses importantes qui ont été dites précédemment. Et dans ce premier rappel, c'est une chose sur laquelle je n'ai pas insisté parce que ça mériterait une masterclass à part entière, parce que le sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Modéliser des résultats d'étalonnage, c'est pas simplement faire un clic droit sur un graphe Excel pour avoir une courbe de tendance, c'est bien plus compliqué. Et donc, pour aider les gens à comprendre, il aurait fallu faire une masterclass d'une semaine à part entière pour cette simple question. Donc, plutôt, enfin, puisqu'on n'a pas ça au programme pour l'instant, je vous invite à consulter le livre blanc qui vraiment décrit quels sont les enjeux de la modélisation et pourquoi, j'espère que vous avez compris, je vais y revenir, pourquoi c'était important de la faire. Mais une fois qu'on a dit que c'était important de la faire, faut-il la faire comme il faut? Donc ce livre blanc coécrit avec mon ami Laurent Leblond rentre vraiment dans tous les détails, dans toutes les étapes pour vraiment décrire ce qu'il en est de la modélisation. Et en prime, sur notre site internet, sur l'onglet ressources, vous pouvez aussi télécharger le logiciel MCARE qu'on avait développé nous-mêmes pour le compte du Collège français de métrologie qu'il distribuait précédemment. Bon, là, on a vu avec le CFM pour reprendre aussi la distribution du logiciel. Je ne sais plus s'ils le font eux aussi ou pas. Qu'importe, il y a un outil, même deux, puisque le LNE en propose un aussi qui s'appelle RecPoly, mais vous avez des outils à disposition sur le marché gratuits pour faire cette étape de modélisation. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense qu'à l'avenir, j'espère qu'à l'avenir, on va enfin parler de ce sujet. D'ailleurs, si vous suivez un peu l'actualité, vous verrez dans les mois qui viennent, peut-être plutôt l'année prochaine, que dans la prochaine norme, normalement des pieds coulisses, donc la NFE 11091 et celle des jauges de profondeur 11096, on va intégrer dans la norme NF une annexe qui sera probablement informative dans un premier temps et qui décrira comment on exploite les résultats d'étalonnage d'un pied coulisse pour faire la modélisation et comment on exploite ceux d'une jauge de profondeur. Et j'espère bien qu'on va lancer la mode avec ça et que dorénavant, dans les normes, on trouvera aussi, dans les normes d'étalonnage, on trouvera des informations sur cette partie modélisation. Un étalonnage, vous l'avez compris, ça doit servir à caractériser les performances ou les capacités métrologiques d'un instrument de mesure. Et ces capacités métrologiques, elles servent à quoi? Elles servent à évaluer des risques. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'on ne fait pas tout ça jusqu'à maintenant. Et on va essayer aussi de voir ensemble comment l'industrie 4.0 va nous permettre d'améliorer les choses pour sortir un petit peu du système de pensée dans lequel on est. Et quand on s'intéressera à la détermination des risques, vous l'avez vu dans les fichiers, notamment avant-hier, on a besoin de connaître les paramètres de l'incertitude de mesure. Et dans ces paramètres, on ne peut pas confondre les effets de type systématique qui biaisent la loi de probabilité et les effets de type aléatoire qui elles, l'augmentent. Et en termes de risque, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences si j'ai une erreur de type systématique que je ne corrige pas ou si c'est une erreur plutôt de type aléatoire. Vous avez reçu les fichiers de simulation pour vous permettre de le voir par vous-même. Faites bouger les paramètres côté moyenne et côté écart type pour la loi de probabilité des incertitudes de mesure et vous verrez que dans les risques, il ne se passe pas du tout la même chose. Donc un jour, il faudra bien admettre que le but du métrologue, ce n'est pas simplement d'appliquer la 14253-1 dont on a vu l'impact qu'elle avait sur le risque fournisseur, c'est-à-dire le fait de faire des actions à tort, puisque en fait, il n'y avait pas de non-conformité, ni même la capacité, puisque la capacité, là encore, je vous l'ai montré avant-hier sur des fichiers de simulation, ça ne répond absolument pas à la question du risque. Alors oui, derrière une valeur de capacité, il y a un risque, mais la capacité toute seule ne garantit absolument rien, ni le risque, ni la performance dans le temps. Voilà. Donc on a vu qu'il existait maintenant une solution, et depuis de longue date, depuis 2012, le guide 88-4, au même titre que je l'ai rappelé dans une masterclass sur tous les laboratoires d'étalonnage qu'on équipe nous avec Optimu, personne ne nous a demandé d'intégrer la modélisation. Et pourtant, il y en a un grand nombre qui sont COFRAC et équivalent COFRAC à l'étranger. Et de la même façon, il n'y en a aucun qui nous a demandé d'intégrer le guide 98-4 dans la déclaration de conformité. Alors, ça se fera sous la pression très probablement des organismes accréditeurs comme le COFRAC, mais ça peut se faire aussi évidemment sous la pression des clients. Donc, vous qui êtes client de ces prestataires, je vous invite
faire un peu de travail là-dessus pour les faire avancer aussi, puisque vous l'avez compris, un étalonnage, quand on fait que quelques points et qu'on annonce fièrement qu'on a trouvé le plus grand, c'est le slide d'après, on n'a pas dit grand-chose sur l'instrument de mesure puisqu'on n'a pas fait tous les points. Donc, seule la modélisation peut permettre d'évaluer la performance de l'instrument et le guide 98-4 va permettre, sur la base de ces ingrédients-là de l'incertitude de mesure, de calculer des risques. Hier, on a vu ce qu'il en était des étalonnages périodiques, calendaires. Ceux qui me connaissent savent que je le redis, je suis absolument opposé à ces pratiques-là. J'estime qu'elles ne sont pas exigées par les normes. Quand on dit que l'intervalle doit être prescrit, ça ne veut pas dire que ça doit faire 1 an. Voilà. Et que l'histoire de la petite étiquette qui rassure tout le monde n'a absolument aucun sens dans le cadre de la métrologie industrielle, parce que un instrument de mesure, nonobstant son étiquette verte avec une date, peut toujours tomber ou subir une dégradation. Et cette dégradation, elle peut avoir des conséquences dès le jour même sur les mesures qu'on va faire dans l'industrie, donc au service de nos clients. Et partant de là, une éventuelle non-conformité de l'instrument peut se transférer à peut générer une augmentation du risque d'erreur dans les décisions et donc nuire à nos clients. Donc, c'est absolument pas cette étiquette qui va garantir quoi que ce soit. Je le redis, le modèle qu'on utilise, qui est celui de la métrologie légale, c'est une étiquette de validité juridique. Avant la date, on n'a pas de problème, même si l'instrument n'est pas bon. Après la date, on risque une amende, même si l'instrument est bon. Ça n'a rien à voir avec notre objectif industriel de produire des mesures qui soient le plus fiables possible pour prendre des décisions qui soient les plus pertinentes possibles. Alors, dans le mot risque que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, sans trop préciser, mais c'était pour nous permettre d'avancer sur le sujet, le guide 98-4 propose deux natures de risque en fait. Alors, on a bien compris qu'il y avait un risque fournisseur et un risque client. J'ai beaucoup dit que ce que je pensais du risque fournisseur, à savoir c'est toujours le client qui paye, donc c'est plutôt un risque client d'une certaine catégorie et un autre risque pour le client d'une autre catégorie. Mais le fournisseur, lui, il ne subit pas forcément ces risques-là. Rappelez-vous de l'analyse médicale avec le fait de ne pas avoir un traitement ou d'en subir un qui peut être un peu difficile alors qu'il est inutile parce qu'on n'est pas malade. Donc, on comprend bien que le risque fournisseur, ça se discute. Mais le guide 98-4 introduit deux autres types de risques. Le risque global, dont vous avez la définition à l'écran, et le risque spécifique. Dans le risque global, et vous l'avez vu parce qu'on a fait des calculs de risque, on n'a pas fait de mesure. Donc, on a juste considéré les paramètres de la loi a priori. Donc, on a vu qu'on pouvait les déterminer quand on avait une série de mesures et qu'on connaissait l'incertitude de mesure. Donc, on prend en compte les paramètres de la loi a priori, on prend en compte les paramètres de l'incertitude de mesure et ça nous permet de calculer des risques globaux. Et la définition qu'on a choisie dans le FDX 07039, qui est un peu différente de celle du guide 98-4, vous l'avez sous les yeux, elle dit ce que signifie ce risque global. Autrement dit, un laboratoire de biologie médicale, par exemple, ou un laboratoire d'étalonnage, sait calculer a priori quel est le nombre de fois où il va se tromper en termes de risque client et en termes de risque fournisseur en étalonnant, en vérifiant les instruments de mesure pour le laboratoire d'étalonnage ou en faisant des analyses de biologie médicale pour un laboratoire d'analyse médicale. On sait le calculer a priori. On n'a pas besoin de mesure. On doit connaître les paramètres des lois a priori et des lois à incertitude de mesure. Le risque spécifique, lui, il est très différent. Il s'intéresse à une entité en particulier. En gros, quelle est la probabilité que cette entité-là, quand je la vois conforme, elle soit non conforme, et quand je la vois non conforme, qu'elle soit conforme. Ce n'est pas du tout le même problème que le problème d'en haut. Là, on s'intéresse à une entité en particulier et on essaye de définir le risque que, compte tenu de ce qu'on sait sur la loi a priori et compte tenu de ce qu'on connaît de la qualité de nos mesures, quel est le risque que cette décision-là sur cette entité-là soit une mauvaise décision. Là, le guide 98-4, il introduit une loi que les statisticiens connaissent depuis longtemps, notamment grâce au théorème de Bayes. Il introduit le concept de loi a posteriori. Alors, c'est quoi la loi a posteriori? Alors, pour faire très simple, alors statistiquement, c'est une formule très compliquée, mais pour faire très simple, j'ai l'impression que ce slide va pouvoir tout nous expliquer. Il y a une équation fondamentale de la métrologie que je rappelle ici, que tout le monde connaît,
et elle a été au cœur de nos discussions depuis lundi, c'est que la valeur mesurée, ce n'est pas la valeur vraie, la valeur mesurée, c'est la valeur vraie plus une erreur de mesure qui se produit au moment où je fais la mesure. Et cette erreur de mesure a pour partie une dimension aléatoire, ce qui fait que je ne la connais pas. Autrement dit, quand je mesure 10,12, simplement 10,12, ben, j'ai plein de combinaisons possibles qui conduisent à 10,12. Il faut bien comprendre ces petites équations que j'ai écrites ici. C'est très très simple. C'est 10,12, c'est peut-être 10,08 pour de vrai, avec peut-être cette erreur de 0,04 qu'il faut que j'ai fait pour trouver 10,12 si la valeur vraie c'est 10,08. Mais c'est peut-être aussi 10,09 parce que j'ai peut-être fait une erreur de 0,03 et c'est peut-être une valeur vraie de 10,2 parce que j'ai peut-être fait une erreur de 0,08. Alors, je n'ai pas insisté sur la propriété statistique que je vais utiliser maintenant. Vous l'avez dans le livre blanc sur les fondamentaux statistiques que je vous ai proposé de télécharger dès mardi dernier. Cette propriété, c'est quoi? C'est la propriété des probabilités. En gros, quand on dit « et » en statistique, les probabilités se multiplient. Quand on dit « ou », les probabilités s'additionnent. Ici, on dit bien « et ». Pour trouver 10,12, il faut que la valeur vraie soit de 10,08 et l'erreur de mesure de 0,04. Autrement dit, la probabilité de la combinaison 10,08 plus 0,04 qui conduit à 10,12, c'est la probabilité que la valeur vraie soit égale à 10,08 multipliée par la probabilité que l'erreur de mesure à ce moment-là ait été de 0,04. Donc, si je connais les paramètres de la loi a priori, partons de cas simples, parce qu'il y a des cas plus compliqués que ça, mais quand la loi est gaussienne, que je connais la valeur des paramètres mu et sigma, je sais calculer la probabilité de toutes les valeurs possibles de cette gaussienne. Donc, je sais calculer la probabilité de 10,08. Et si je connais mes erreurs de mesure, donc si je connais ma loi de probabilité des erreurs de mesure, alors je sais calculer la probabilité d'avoir une erreur qui fait 0,04. Donc, je peux calculer la probabilité de toutes les combinaisons qui conduisent à trouver une mesure égale à 10,12. Et si je connais la probabilité de toutes les combinaisons qui conduisent à 10,12, alors je peux identifier quelle est la combinaison la plus probable, celle qui a la plus grande probabilité d'exister. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit celle-ci, mais c'est la probabilité, la combinaison la plus probable pour faire 10,12 compte tenu de la loi a priori et compte tenu des erreurs de mesure. Et si je connais la combinaison la plus probable, je peux aller regarder quelle est la valeur vraie la plus probable qui se cache derrière 10,12. On verra tout à l'heure, et vous le savez, que les incertitudes de mesure, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. On va essayer de comprendre pourquoi quand on va parler de métrologie et quelle est la différence maintenant avec l'industrie 4.0. Mais là, elles servent à quelque chose. Et vous comprenez qu'on ne peut pas les calculer n'importe comment. Il ne suffit pas de mélanger une erreur de type systématique avec une erreur de type aléatoire ou pour se faire plaisir, diviser une MT par racine de 3, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment, le métrologue devra à l'avenir évaluer de façon la plus pertinente possible ces incertitudes de mesure pour faire ce type de calcul qui permet de donner un résultat de mesure qui est sur la base de la valeur mesurée, qui va permettre de donner un résultat qui est probablement plus proche de la valeur vraie que le résultat brut qu'on obtient aujourd'hui et depuis que la métrologie existe. Alors, je vais vous fournir un petit fichier Excel. Je vous demande d'être très tolérant sur ce fichier-là, parce que j'ai ressorti exprès pour vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais travaillé sur ce fichier. Et ce fichier, il va vous permettre de regarder ce qui se passe entre les paramètres d'une loi a priori. D'accord ? Donc, par exemple, imaginons qu'ici, j'ai un a priori qui est une moyenne de 10 et un écart type de 0,6. Hein, pourquoi pas, je fabrique des bouchons de stylo. Et la production, eh ben, j'ai fait par déconvolution. Je vous ai montré les dernières fois comment on faisait. J'ai déterminé que la réalité de ce que je fabriquais, c'était probablement une loi normale de moyenne 10 et d'écart type 0,06. Je connais ma loi de mesure parce que j'ai fait mon travail de métrologue, j'ai évalué mon incertitude de mesure. Elle n'a pas de biais, elle pourrait en avoir un. D'accord, s'il y en a un que je ne peux pas corriger. Et puis, elle a, elle aussi, une incertitude type, ce fameux petit UC, ici paramétré à 0,2. Et là, vous voyez, je lui dis, j'ai mesuré 10,12 et en faisant le calcul dont je viens de vous parler, je peux déterminer que la combinaison la plus probable produit une valeur qui est égale à 10,018.
Alors, dans le fichier, qu'est-ce que je fais? Pour ceux qui le regarderont, ben, je fais varier simplement les valeurs vraies possibles avec un pas fixé, de 0,01, donc qui part à une valeur donnée et qui parcourt pas mal de valeurs. Je calcule grâce à Excel la probabilité que la valeur vraie soit effectivement de 7,72. Alors les statisticiens diront que, et ils ont raison, une valeur, ça n'a pas de probabilité dans une loi continue. Alors c'est pour ça qu'on met un petit DX ici, et donc on calcule une petite surface qui permet de calculer à peu près la probabilité de faire 7,72. Pour que je trouve 10,12, il faut donc que j'ai une erreur de 2,4, d'accord? Pour que je trouve cette valeur de 10,12 mesurée. Et là, je vais calculer. Alors, elle vaut 0, la probabilité, parce que mon incertitude de mesure, elle a un écart type de 0,2. Donc, il est archi peu probable qu'un jour, elle produise un 2,4, qui est beaucoup trop loin pour être produit par l'erreur de mesure. Donc, je peux calculer néanmoins la probabilité P2. Et là, je vais calculer le produit des deux probabilités. Et quand vous parcourrez le fichier, vous allez voir qu'au bout d'un moment, cette probabilité est conjuguée, le produit de ces deux probabilités, ben, il ne sera plus égal à 0. Alors, j'étais très loin avec un tout petit pas, c'est pour ça que c'est long. Voilà, vous voyez, là, ça commence à arriver parce que ces erreurs-là de mesure commencent à être possibles par rapport à ces valeurs vraies possibles et ainsi de suite. Et si je regarde la forme en fait de ce produit-là, ben, je retrouve la courbe qui s'appelle la loi a posteriori, qui montre cette gaussienne dont la moyenne, qui est égale au mode, vaut ici valeur empirique, c'est-à-dire je l'ai cherché dans le tableau, la combinaison la plus probable, et j'ai effectivement trouvé 10,18, mais les statisticiens, eux, ils ont donné une formule pour cette loi a posteriori. Donc, grâce à cette formule qui est ici, on peut calculer la moyenne de la loi a posteriori et son écart type aussi. Là, je n'ai pas donné la formule de l'écart type, mais on peut la calculer, cette moyenne a posteriori. Et là, en appliquant la formule, je trouve bien 10,18. Et la valeur empirique, en cherchant dans le tableau la combinaison la plus probable, je trouve aussi 10,18. Et si mon a priori, ce n'était pas 10 et 0,6, mais par exemple 10 et 0,4, et ben, ma valeur la plus probable, ça serait 10,016. Et si ici, j'avais une toute petite incertitude de mesure, ma valeur mesurée, alors oui, c'est parce que j'ai mon biais ici, et pas de biais, et bien évidemment, ma valeur mesurée serait très proche de la valeur vraie parce que mon incertitude est négligeable. Voilà. Donc là, vous voyez, on touche du doigt, on observe, là encore, grâce c'est pas de la simulation numérique, ça, mais grâce au tableur et à la possibilité des tableurs de calculer ces probabilités facilement, on observe cette loi a posteriori qui va nous permettre, dans le cadre du guide 98-4, qui va nous permettre de calculer le risque de se tromper sur cette entité-là. En gros, on ne regarde pas la gaussienne centrée sur la valeur mesurée et en les comparant aux spécifications, on regarde la position de la loi a posteriori à travers les spécifications et on regarde de combien elle déborde de l'une et l'autre des spécifications. Et là, pour vous montrer, si vous arrivez jusque-là, j'en serais très content et je pourrais vous aider avec grand plaisir. Mais là, j'ai fait une simulation dans laquelle j'ai des lois a priori qui sont tartempion, vous voyez. J'ai fait exprès de faire une loi qui est complètement bizarroïde ici, une loi mesure qui est complètement bizarroïde ici, et on sait calculer les différentes probabilités. Donc là, ça demande un peu de code en Visual Basic. Et là, on voit les trois lois en présence. Donc, vous revoyez ici la loi a priori, la loi des mesures, sachant que j'ai mesuré 5, et en pointillé noir, la loi a posteriori toute biscornue, qui est le mélange de ces deux lois et par le produit des probabilités. Et donc, même avec une loi toute biscornue comme ça, il est tout à fait possible d'aller calculer des surfaces et donc des probabilités de se tromper ou pas. Moi, ce qui m'intéresse ici, vous allez voir tout à l'heure, c'est le mode de cette loi. Donc ici, avec une loi comme ça pour l'a priori et une loi comme ça pour les mesures, quand je mesure 5, eh ben, je me rends compte que la valeur révisée, la valeur vraie, est probablement plus proche de 4,5. Voilà une façon d'améliorer la représentativité de nos résultats de mesure. Ça va être coupé. Et maintenant, je reviens à mon PowerPoint. Donc, voilà ce qui se cache derrière les équations que vous avez sous les yeux tout de suite, dans le cadre de ce que la norme appelle le risque spécifique. Voilà. Donc, on prend les valeurs, on prend tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire la valeur brute de mesure, le 10,12, les paramètres de la loi a priori, les paramètres de l'incertitude de mesure,
Et avec tout ça, on est capable de faire une loi a posteriori qui nous donne l'ensemble des valeurs vraies les plus probables qui se cachent derrière la valeur mesurée, sachant tout ce qu'on sait. C'est une petite gymnastique d'esprit. Vous vous rappelez qu'au début, pour ceux qui participent depuis le début, je vous ai dit que la valeur vraie, elle ne tournait pas autour de la valeur mesurée, parce que la valeur mesurée, c'est une réalisation d'une loi probabiliste, donc c'est une parmi toutes les autres. Il n'y a aucune raison qu'elle soit au milieu de l'intervalle d'incertitude. En revanche, quand on fait ce post-traitement, en prenant en compte tout ce qu'on connaît, eh ben, là, pour le coup, on arrive avec la loi a posteriori à avoir une loi de probabilité qui tourne autour de la valeur vraie la plus probable. C'est vraiment une révolution copernicienne, ce guide 98-4. Il faut vraiment que les métrologues s'en saisissent, non seulement pour calculer des risques, mais vous allez le voir après, pour utiliser nos valeurs mesurées dans le cadre des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, maintenant qu'on a creusé un peu cette histoire de risque spécifique et un petit rappel de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, j'avoue parfois que quand moi, j'ai mis 30 ans à assimiler tout ça et à le comprendre, hein, donc je ne demande pas aux gens de pouvoir le comprendre en 5 minutes, mais quand même, il y a un truc qui est très troublant, c'est que tout ce qu'on s'est dit, on l'a vu par simulation numérique, on l'a démontré, on sait qu'il y a des variabilités, on sait que les unités ne sont pas justes, on sait qu'il y a de la répétabilité, on sait que les instruments ne sont pas parfaits, on sait donc quelque part que les mesures ne sont pas justes, et pourtant, quand on regarde dans le quotidien des activités industrielles, personne ne se tracasse des incertitudes de mesure. C'est d'ailleurs très probablement le pourquoi on peut se permettre aujourd'hui de ne pas faire la phase 2 de l'étalonnage ou qu'on peut se permettre de continuer à diviser par racine de 3 des trucs sans trop se poser de questions parce que finalement, et vous l'avez sûrement vu, au bout du bout, l'incertitude de mesure, tout le monde s'en fout et on dit bah ouais mais bon de toute façon on va utiliser la valeur mesurée, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Là je viens de vous montrer qu'on peut faire mieux que la valeur mesurée, on peut faire la valeur révisée qui sera déjà plus pertinente que la valeur mesurée, mais pourquoi ça marche tout ça? Alors ça marche pourquoi? Et bien là, pour le coup, l'ISO 14253-1, je crois qu'elle nous donne la solution. Vous vous rappelez la petite figure de mercredi. Cette norme, elle nous dit quoi? Quand vous avez une spec, j'entends une spécification fonctionnelle, et bien pour ne pas être ennuyé à cause des incertitudes de mesure, il n'y a qu'à les soustraire. J'appelle la norme des IACA, puisqu'elle dit il n'y a qu'à la soustraire au bord de la spécification pour définir ce qu'on appelle la zone de conformité. Donc la zone de conformité, c'est quoi quand on a fait ça? Eh ben, c'est la zone dans laquelle, quand je trouve ma mesure, sous réserve que l'incertitude tourne autour de la valeur mesurée. Je redis que non, mais enfin, allez, faisons cette approximation, on n'est pas une approximation près. Eh ben, quand je vais trouver ma mesure dans la zone de conformité, alors je peux dire conforme. Alors attention, je ne dis pas conforme à la zone de conformité, je dis conforme à la spécification. C'est ce fameux aussi, vous vous rappelez, on prend la valeur plus U et on vérifie qu'on est en dessous de la limite supérieure et la valeur moins U, on vérifie qu'on est au-dessus de la valeur inférieure. C'est la même règle, c'est celle qui dit qu'il faut que notre mesure soit quelque part dans cette zone de conformité pour dire que la valeur vraie est conforme à la spécification. Alors après, la norme, elle nous parle de la norme de doute, la zone de doute, c'est cette plage aux bornes de la spécification dans laquelle on doute. Alors, vous, métrologue industriel, ça vous arrive tous les jours, ça, parce que des fois, on se dit, ah ouais, elle n'est pas bonne, mais quand même, est-ce qu'elle est bonne? Voilà. Donc, pour tous ceux qui se sont un jour dit, ouais, la valeur, elle est un peu en dehors de la tolérance, mais bon, je la prends quand même, ça s'appelle des dérogations, et comptez le nombre de dérogations qu'on fait. Donc, ça, quelque part, ça suppose qu'on est souvent quand même dans cette fameuse zone de doute où on voit pas bon, mais finalement, on dit que c'est bon, quoi. Alors, ça veut donc dire qu'il y a quand même des questions qui se posent sur la spécification. Et puis, quand on est vraiment trop loin, là, on est tous d'accord, c'est pas bon, il n'y a rien à faire. On reprend, on jette, on retouche, on répare, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais en tout cas, il y a bien un moment où l'entité ne va plus répondre à sa fonction, ne va plus assurer sa fonctionnalité. Donc, si elle est trop loin, il y a bien un moment où ça ne va plus, quoi. Ben, moi, je dirais que globalement, si on y réfléchit bien tous ensemble aujourd'hui, nos spécifications, ce sont déjà les zones de conformité. C'est-à-dire que quand on a pris l'habitude, depuis pratiquement toujours, de déclarer conforme en croyant que la mesure est juste, c'est simplement que, et que ça marche, d'accord, c'est que le stylo il fonctionne et le bouchon de stylo fonctionne, c'est simplement que notre spécification, elle a déjà absorbé une zone de sécurité, alors on l'appelle sûrement pas incertitude de mesure, mais elle a absorbé une zone de sécurité qui fait qu'on sait très bien que même si on était en dehors de cette zone de conformité, eh ben, ça marcherait quand même. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'esprit des 30 glorieuses. C'est fini les 30 glorieuses, on nous le dit tous les jours maintenant et de plus en plus chaque jour, mais à la grande époque du début de l'industrie, dans les années 60-70, et ben là, c'était open bar, on va dire. On pensait qu'on était dans un monde aux ressources infinies,
on n'avait pas de problème financier manifestement, et donc là on était plutôt dans la stratégie du qui peut le plus, peut le moins. Et là on est exactement dans qui peut le plus, peut le moins. Ça me coûte pas cher de penser que si j'ai besoin de plus ou moins 1, alors j'ai qu'à demander plus ou moins 0,1, comme ça je ne serai pas ennuyé. Voilà. C'est pas illégitime de penser comme ça. Comme ça au moins on est sûr que ça marche. Mais à l'aune des informations dont on dispose maintenant sur le caractère délétère des surconsommations, c'est-à-dire si j'exige plus ou moins 0,1 alors que j'ai besoin de plus ou moins 1, ben en réalité je surexige. Si je surexige, alors je surconsomme. Donc je surpollue, je surcoûte et je surconsomme peut-être des matières qui ne sont pas renouvelables. Donc c'est quelque chose de plus tolérable dans cet avenir qui s'offre à nous et sur lequel enfin on parle de développement durable et qu'on se tracasse de l'impact de l'ensemble des activités humaines, dont les activités industrielles sur la planète. Donc, ce qu'on a sous les yeux là, c'est le vrai potentiel, alors pour la métrologie, mais on va voir pas uniquement pour la métrologie, le vrai potentiel, ce qu'on n'a pas assez fait avec l'ISO 9000, qui était une norme qui s'attachait à déclarer la conformité, très bien, mais moi, la vraie question que je pose sur la conformité, c'est pas est-ce que l'entité est bien conforme à la spécification qu'on m'exige, c'est est-ce que la spécification est bien conforme à l'exigence fonctionnelle. Est-ce que c'est bien le juste nécessaire qu'on me demande pour que j'essaie de l'atteindre moi en faisant une mesure qui soit en adéquation avec cette spec. Si jamais on m'a privé cette discussion, si on m'a mis des specs qui sont déjà des zones de conformité, alors tout le monde peut comprendre que tout le monde peut se moquer des incertitudes de mesure, puisqu'on les a déjà intégrées dans la spécification. L'avenir de la métrologie, c'est donc pas d'assurer coûte que coûte la conformité à une spécification donnée, c'est de participer à l'optimisation et à l'amélioration de l'expression des exigences fonctionnelles. Alors, on pourrait dire que chez Delta-Mu, on est un peu les seuls à penser comme ça. Évidemment non. Donc là, je vous ai donné quelques témoignages, mais enfin, c'est des liens hypertextes. Hein, donc vous pourrez aller regarder notamment le témoignage d'Hélène Barbarin, qui était là avant Philippe Coudbessy, qui était la responsable du réseau mesure pour Michelin. On a un livre blanc coécrit à plusieurs personnes sur ce que la métrologie peut apporter à l'usine du futur. On a fait une petite vidéo sur les enjeux de la 4e révolution industrielle qui induit, alors hasard du calendrier, également une 4e révolution métrologique. Je vous invite à regarder ce petit film de 2 ou 3 minutes pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, quand le livre que j'ai écrit, qui a été édité en 2016 sur la smart métrologie, a été publié, on avait fait une intervention, enfin on avait fait une manifestation à Clermont pour la sortie du livre et on a recueilli un certain nombre de témoignages d'industriels de renom, on va dire. Enfin, et donc, je vous invite à relire ce que dès 2016, il disait de ce qu'était cette approche métrologique. La métrologie, ce n'est pas la gestion des étiquettes calendaires pour faire plaisir à un auditeur. La métrologie, c'est la science des mesures qui permet d'obtenir le juste nécessaire en termes d'exigence. Et une fois qu'on a écrit l'exigence au juste nécessaire, alors il faut que la mesure nous permette de piloter, quand on va parler de pilotage de procédés, ou de déclarer la conformité quand on déclare la conformité. Mais la mesure, elle intervient ici. Hein. Parler d'incertitude de mesure dans un monde où on les a déjà soustraits des tolérances, ça ne sert plus du tout à rien. Alors pour l'anecdote, cette ISO 14253-1, dans le slide d'avant, quand elle est sortie dans les années 2000, j'étais déjà membre de la commission UNM sur la métrologie mécanique. Et pour la petite anecdote, à l'époque, la classe 0 des pieds cuisses, c'était plus ou moins 20 microns. On avait posé ça comme spécification il y a fort longtemps. Là, j'étais pour rien. Je ne sais pas de quand date la première norme sur les pieds cuisses, mais c'était plus ou moins 20 microns. Moi, j'étais technicien d'étalonnage à l'époque. Je savais bien que 20 microns, on les fait avec un pied coulisse, vu ne serait-ce que la répétabilité, c'est quand même compliqué. Et quand on a vu arriver la norme ISO internationale 14253-1, qu'est-ce qu'on a fait au sein de la commission UNM? On a pris les 20 microns d'avant, où on se foutait des incertitudes de mesure, parce que avant ces années-là, on ne s'en tracassait pas, et on a rajouté l'incertitude d'étalonnage des laboratoires COFRAC. À l'époque, c'était 30 microns, ça allait à peu près toujours pour les appareils à vernier, et c'est pour ça qu'on est passé de 20 à 50. On a donc élargi arbitrairement la limite de tolérance, la limite de classe, juste pour pouvoir appliquer une norme pour faire comme on faisait avant. Autrement dit, les specs d'avant, elles ont déjà intégré, je le redis, les incertitudes de mesure, et c'est pour ça qu'on n'ennuie pas beaucoup les métrologues finalement avec cette question et qu'on les ennuie beaucoup plus avec des dates de validité inutiles, parce qu'aucune étiquette, je le redis pour la 1e fois, ne garantira le moindre accident. Alors, il faut quand même
bien considérer que produire des entités industrielles, alors je dis industrielles au sens très large, ça peut être des pièces de plasturgie pour je ne sais quelle utilité, ça peut être des vaccins ou des médicaments dans l'industrie pharmaceutique, ça peut être des yaourts dans l'industrie agroalimentaire, ça peut être des pièces mécaniques pour une voiture, c'est l'exemple que je vais prendre, mais la complexité est toujours la même. C'est-à-dire que nous, quand on voit une voiture, ceux qui ne connaissent pas le monde automobile, eh ben, ils voient une voiture, parce qu'on a des voitures, voilà, on sait ce que c'est qu'une voiture. Mais vu d'un industriel, une voiture, c'est ça. Voilà. Et il faut quand même bien toucher du doigt la difficulté de conception pour faire en sorte que toutes les pièces du Pulse, quand elles arrivent dans l'usine, on arrive à les assembler entre elles. Alors, il y en a qui sont complètement indépendantes, elles vivent leur vie, mais quand on veut mettre une vis dans un écrou, eh ben, il faut que la vis elle soit compatible avec l'écrou. Et que tout ça, ça soit aussi compatible avec les pièces mécaniques qu'on va attacher au châssis ou je ne sais quoi. Et donc, c'est un casse-tête absolument infernal. Enfin, spécifier le besoin fonctionnel d'un élément, d'un truc aussi complexe qu'une voiture ou qu'un ordinateur, il faut reconnaître que c'est pas facile, c'est pas à la portée de tout le monde. Et que pourtant, on a réussi ce challenge-là, pardon. On peut donc féliciter tous ceux qui ont réussi à faire ça avec des moyens qui n'étaient pas les moyens actuels. Et une fois qu'on a défini les spécifications de nos produits, c'est-à-dire on a dit, OK, on a fait une étude et on veut que notre micro-pipette, si je reprends elle soit plus ou moins 0,12, hein, on a toujours une spécification quelque part, et ben, il va falloir la produire. Et là, vous avez sous les yeux le synoptique d'un procédé de production. Un procédé de production, en fait, c'est un système complexe, le plus souvent, qui va subir tout un tas d'influences. Et ces influences, elles sont toutes de termes, enfin de nature probabiliste. En gros, quel que soit le procédé de production, je vais avoir des intrants, c'est ce qui est à gauche de l'écran, les I. Ces intrants-là, ce n'est pas toujours les mêmes. C'est-à-dire, même quand j'achète de la matière première, elle n'est pas homogène, rigoureusement tout le temps la même sur tout mon flux de production qui peut durer des jours, des semaines, des années. Donc, j'ai de la variabilité dans mes intrants qui ne sont pas rigoureusement identiques les uns aux autres. Je vais donc subir des variabilités liées à des facteurs extérieurs, c'est les F qui se font au-dessus, qui interagissent avec le procédé. Ces facteurs extérieurs, c'est les environnements électromagnétiques, les températures, les pressions, les je ne sais quoi, puisque ça va dépendre du procédé de production. Les paramètres environnementaux, dans leur ensemble, perturbent les choses. Donc, des fois, ils les perturbent de façon sensible, des fois pas sensible, mais le fait est que mon procédé, il n'est pas dans le vide. Il n'est pas dans un hyperespace je ne sais où tout se passe comme ça devrait se passer dans le monde théorique. Il va subir des variabilités, il va subir des influences multiples et variées qui vont venir contrarier la production. Et évidemment, ce procédé de production, on va agir dessus. On va faire des réglages, on va intervenir, on va changer des pièces qui s'usent, on va faire tout un tas d'actions pour faire en sorte qu'on obtienne le produit sortant. Là, on ne le voit pas, c'est sur fond blanc, mais là, vous voyez symboliser des petits moteurs, mais le but, c'est quand même de maîtriser la sortie. Voilà. Et il faut comprendre, bien sûr, mais vous le savez, que c'est les interactions entre tous ces facteurs-là qu'il va falloir piloter pour qu'à l'arrivée, on ait une dispersion acceptable des produits de sortie. Avant les techniques actuelles dont on va parler maintenant, réaliser cet exploit, c'est un exploit. Être dans un monde de surexigence, c'est presque on n'avait pas, ils n'ont pas eu d'autre solution que de faire ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on a justement cette chance. À l'époque où on prend conscience, et c'est tant mieux de la nécessité d'aller vers le juste nécessaire, on a maintenant les outils qui vont permettre de mieux comprendre tout ça. Alors, je vous dis, les produits industriels, ils ne poussent pas sur les arbres. Voilà. Donc, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard que certains sont conformes et que parfois d'autres ne sont pas conformes. Ce n'est pas le hasard qui fait ça. C'est qu'en fait, il va falloir faire cohabiter toutes ces sources de variabilité, celles qu'on maîtrise. Par exemple, les intrants, on peut avoir des exigences sur la variabilité des intrants. Il y a des facteurs qu'on maîtrise moins, hein, les conditions environnementales. On ne va pas mettre toutes les usines sous cloche pour
pour maîtriser les températures, les pressions, l'hygrométrie, tout ça. Donc, on va quand même subir des trucs qui peuvent influencer notre production. Et puis, on va évidemment agir. Et quand on agit, on peut agir, par exemple, en faisant des mesures. C'est-à-dire, on fait la mesure d'un élément, on se rend compte que ça a bougé, donc on va agir sur le procédé, sauf que c'est peut-être la mesure qui a bougé, pas le procédé. Donc, du coup, en croyant bien faire, on va plutôt déstabiliser le procédé et on risque de perdre le contrôle de tout ça. Donc, cette cohabitation de tous ces facteurs d'influence qui contribuent à la réalisation d'un produit, c'est tous les enjeux du pilotage de production, c'est de faire en sorte que cette cohabitation fonctionne dans ce que nous on appelle maintenant un espace de bon fonctionnement, c'est-à-dire que ces règles-là, qui sont en partie aléatoires, en partie probabilistes, fassent quand même en sorte qu'au global, on produise des produits conformes. Rappelez-vous, pour ceux qui ont assisté au à la masterclass de mardi, je crois, ou mercredi, non, plutôt mercredi, on a parlé de covariance à un moment, quand on a parlé de la loi de propagation et qu'on a voulu évaluer l'incertitude sur la diagonale d'un rectangle. Donc là, on avait des covariances on a imaginé des covariances entre la longueur et la largeur de notre petit rectangle. Et bien, le monde d'un procédé industriel, c'est un monde qui n'est fait que de covariance. Alors, des fois, il y a des phénomènes qui sont totalement indépendants et qui font que on se moque de l'un, enfin, il peut avoir des conséquences, mais ils n'ont pas de conséquences communes, en fait. Mais évidemment qu'il y a beaucoup de covariance parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour justement obtenir un résultat. Donc, elles sont faites parce qu'elles ont une action sur le résultat final. Donc, évidemment que dans l'ensemble des facteurs qui environnent la production, il y en a qui sont qui varient mais qui ne sont pas corrélés entre eux, mais il y en a beaucoup qui sont corrélés entre eux de manière à faire en sorte que justement ce soit ces covariances qui permettent de produire des produits conformes. L'autre fois, dans le fichier mercredi, je vous ai parlé de cette matrice de covariance. Pour ceux qui se sont amusés avec le fichier, vous avez vu que c'était paramétrable. On avait deux dimensions dans la matrice de variance-covariance, ça permettait de voir une ellipse. On a vu le schéma ou une tâche suivant qu'il y ait des covariances ou pas de covariance. Avec une troisième dimension, au lieu de voir une ellipse, on verrait un ballon de rugby ou un truc bizarre. Et ben, quand on a n dimensions, parce que des facteurs, il peut y en avoir n, ça peut être 100, ça peut être 150, ça peut être 200. Donc, on a une matrice à 200 lignes, 200 colonnes. On est donc ici dans ce qu'on appelle un hyperespace. Et notre matrice de variance-covariance, en fait, elle va dessiner dans cet hyperespace ce qu'on appelle un ellipsoïde. Et c'est cet ellipsoïde, en fait, qui représente l'espace de bon fonctionnement et qui fait que les produits sont conformes. Et les algorithmes aujourd'hui d'intelligence artificielle vont être capables, il y a certains, vont être capables de décrire cet ellipsoïde, de regarder si en temps réel les points sont toujours dans la tâche, dans l'ellipsoïde ou en dehors de l'ellipsoïde. Et là, quand on est en dehors de l'ellipsoïde, on sait qu'on risque d'avoir des problèmes sur la qualité des produits. D'accord ? C'est pas du tout aussi simple que de dire je regarde si l'erreur de 0,05 est bien dans l'intervalle plus ou moins 0,12. La complexité de la production industrielle, ça dépasse très largement la conformité à des exigences et à des spécifications. Alors, la différence entre hier et aujourd'hui, enfin, voire demain, parce qu'aujourd'hui, ça a encore du mal à démarrer, c'est qu'on est passé en fait de la table à dessin à des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, la différence fondamentale, absolument fondamentale, entre le avant, c'est-à-dire la table à dessin, et l'intelligence artificielle, c'est que dans le avant, c'était le concepteur qui devait définir les spécifications qui faisaient que ça allait fonctionner. Donc, j'ai expliqué, je n'avais pas besoin de vous le dire, je pense que vous êtes tous assez informés de ça. Ce concepteur, il avait tendance à prendre des précautions pour être sûr que ça marche parce que c'est très compliqué d'assembler tout ça. Donc, c'est normal qu'on ait surexigé et qu'on soit dans un domaine qu'on appelle le worst case. On va prendre un exemple de worst case tout bête et qui préside à nos réflexions alors qu'il n'est pas opérationnel. C'est que si je veux fabriquer des bouchons de stylo, alors le principe, c'est de dire je fabrique tous les bouchons plus grands que tous les stylos. Donc, je vais mettre une tolérance pour les bouchons qui sera entièrement à l'extérieur de la tolérance des stylos. Alors, il ne faut pas non plus que le bouchon soit trop gros ou que le stylo soit trop petit, mais le fait est que je vais faire en sorte que tous les bouchons soient compatibles avec tous les stylos. Voilà. Mais ça, ce n'est pas le besoin fonctionnel, parce que le besoin fonctionnel, c'est quand je prends un bouchon au hasard dans les bouchons et un stylo au hasard dans les stylos, alors il faut qu'il fonctionne.
Parce que je ne vais pas jamais utiliser tous les bouchons avec tous les stylos. Je vais prendre un bouchon et un stylo au hasard et les deux doivent fonctionner. Dans le monde d'avant, dans le monde duquel on a hérité, dans le monde dans lequel on est encore aujourd'hui, dans le monde de avant l'intelligence artificielle, le concepteur, il partait du principe qu'il fallait tous les bouchons plus grands que tous les stylos. On comprend pourquoi ça marche, puisque ce n'était pas exactement ça, c'est surexigeant ça. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système managé par les opinions. Enfin, quand je dis opinion, ce n'est pas au sens forcément négatif, c'est par les a priori qu'on se fait, quoi, par notre façon de penser. Donc, c'est ce que les anglo-saxons appellent un monde opinion-driven. On a toujours fait comme ça marche, donc on continue à faire comme ça. Et évidemment, depuis le temps qu'on fabrique des bouchons de stylo, la recette des bouchons de stylo, tout le monde la connaît. Donc, on a toujours fait comme ça. Elle a été mise au point dans la réalité puisqu'elle donne satisfaction. Et donc, quand on veut faire un bouchon de stylo, on prend la même recette et tout va bien. Ça, c'est une approche opinion-driven. Dans le monde de l'intelligence artificielle, on est dans une approche qu'on appelle fact-driven. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas dire il faut tous les bouchons plus longs que tous les stylos. On va constater des assemblages qui fonctionnent, okay, et des assemblages qui parfois ne fonctionnent pas. Donc, on est à l'épreuve des faits. Je redis ce que j'ai dit tout au long de la masterclass. La valeur vraie, on ne peut pas la connaître parce que quand on la mesure, on rajoute une erreur de mesure. En revanche, c'est bien la valeur vraie du bouchon qui fait que le bouchon assure sa fonction. Ce n'est pas du tout sa valeur mesurée. Sa valeur mesurée, on s'en contrefiche. Le bouchon, il marche ou il ne marche pas parce qu'il est ce qu'il est, même si je ne sais pas ce qu'il est. Voilà. Donc, quand on est fact-driven, en fait, on observe que le bouchon, il marche avec le stylo. Et après, on va essayer de remonter aux paramètres des bouchons et des stylos qui font qu'on observe la fonctionnalité. C'est pour ça qu'on est fact-driven. C'est pour ça qu'il faut des data lakes. C'est-à-dire que dans le monde empirique, on a fait des dessins sur une table à dessin et après, on rectifie le dessin s'il y a des problèmes fonctionnels. Dans le monde du big data, en fait, comme on ne connaît pas exactement qu'est-ce qui va influencer le fonctionnement de telle ou telle entité, on va récolter un maximum d'informations autour de ces entités et c'est les algorithmes qui vont décider quels sont les facteurs qui expliquent le fonctionnement ou le non-fonctionnement, et du coup, comment piloter ces facteurs-là pour assurer la fonctionnalité. En gros, là, j'ai pris une copie d'écran d'un de nos partenaires auvergnats, Braincube, qui développe un algorithme qui s'appelle Braincube, qui porte le nom de l'entreprise, pardon, qui est basé sur un système d'hypercube. J'avais écrit un document là-dessus, un article là-dessus dans Contrôler ces mesures, pour ceux que ça intéresse. Je n'ai pas mis dans les ressources, mais pourquoi pas, on pourrait le ressortir. En fait, il fait quoi l'hypercube? Il va regarder dans toutes les données qu'il connaît du procédé de production, il va regarder quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça ne marche pas, quels sont les facteurs qui influencent vraiment le fonctionnement et le non-fonctionnement. Il y a des facteurs qui font rien du tout dans le fonctionnement final. Donc, il va aller regarder ça et il va fixer avec des cadrans, comme c'est écrit à l'écran, il va fixer des plages de variation concomitantes, c'est ça qui est important de comprendre, concomitantes, des plages de variation concomitantes de tous ces paramètres pour que ça fonctionne. Le mot concomitant, il est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que tel paramètre soit là-dedans et en même temps tel paramètre là-dedans et en même temps tel paramètre là-dedans et en même temps tel paramètre là-dedans pour qu'on respecte l'espace de bon fonctionnement. C'est ces fameuses covariances, il faut que ça aille ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres qui pourraient être dans une plage de variation. Si les autres ne sont pas dans la bonne plage de variation, ça peut porter préjudice au produit final. Donc là, en fait, il faut lire ces cadrans comme tous les cadrans doivent être ouverts en même temps. Voilà. Parce qu'on a vu les covariances qu'il existait entre ces paramètres et c'est en respectant ces covariances qu'on va être capable de garantir la fonctionnalité. Autrement dit, là j'ai mis un lien, vous pourrez lire cet article si ça vous intéresse pour ceux qui ne l'ont pas lu. Finalement, la data science, l'intelligence artificielle, ça fait quoi? Ça cherche des alignements de planètes. Alors, on ne connaît pas les planètes, c'est les facteurs, les planètes. Et ben, on cherche comment tous ces facteurs cohabitent ensemble, d'accord, s'alignent ensemble pour obtenir l'objectif. Voilà. C'est ça l'intérêt de la data science. On est fact-driven. On récupère beaucoup d'informations. On peut le faire aujourd'hui grâce à la technologie. On peut stocker ces informations dans des grandes bases de données. On peut le faire aujourd'hui grâce à la technologie. On peut faire des calculs compliqués aujourd'hui. Eh ben, on peut le faire grâce à la technologie. Et donc, on va être capable d'aller fouiller, on parle de data mining, d'aller fouiller dans toutes ces données pour comprendre les alignements de planètes qu'on recherche pour atteindre la conformité. Et évidemment, on va également
pouvoir rechercher les alignements de planètes qui sont délétères pour le procédé, c'est-à-dire ceux qui nous font peur, ceux qui font que le procédé va sortir de son espace de bon fonctionnement et se mettre à créer du non conforme. Alors, les algorithmes, c'est souvent des boîtes noires, on ne comprend pas bien ce qu'il y a dedans. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Quand vous faites une photo avec votre appareil photo, rappelez-vous que sur un ordinateur, des photos, c'est des 0 et des 1. Voilà, c'est que des 0 et des 1. Il n'y a que des 0 et des 1. Et ben, n'empêche que sur Facebook ou sur d'autres sites, on va être capable, dans une photo quelconque, de reconnaître un endroit où il y a un visage humain. Voilà. Donc, l'algorithme qui permet de faire ça, il est très complexe. On ne va sûrement pas le décortiquer ou essayer de... Il n'y a pas grand monde qui comprend comment ça marche, mais le fait est que ça marche parce que ça retrouve bien, dans un tas de 0 et de 1 de la photo, ça trouve bien la tête sur l'image. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre aussi en lien. Il y a un Science et Vie qui était sorti il y a quelques années maintenant, pas 10 ans, mais plus de 5 ans, dont le titre était « Une nouvelle intelligence est née ». Et cet article m'avait marqué parce qu'il concerne directement les métrologues. Alors, en quoi il concerne les métrologues? C'est qu'il prenait l'exemple justement d'un réseau de neurones qui était capable de détecter sur une photo s'il y avait un lion ou s'il n'y avait pas un lion. Voilà. Donc, le réseau de neurones avait une certaine performance. On parle de sa courbe ROC, donc il ne se trompait pas beaucoup parce qu'il avait une jolie base d'apprentissage. Enfin bon, bref, ça fonctionnait bien. Et il y a des chercheurs qui se sont dit, mais comment, dans les 0 et les 1, comment il retrouve, comment il est capable de dire sur une photo, il y a un lion ou il n'y a pas un lion? Comment il est capable de faire ça? Ils ont gratté, cherché, ils se sont rendus compte que finalement, l'algorithme avait trouvé une signature particulière, non pas sur la couleur du lion, non pas sur la crinière du lion, non pas sous la forme de la gueule du lion, mais sur la forme de ses yeux. Ils ont trouvé que l'algorithme, finalement, dans la photo, il détectait les yeux du lion. Et bien, pour détecter les yeux du lion, il faut avoir une photo le plus nette possible. Car si la photo est trop floue, vous ne verrez pas les yeux du lion. C'est exactement la question de la métrologie aujourd'hui. Si les mesures qu'on donne sont trop différentes de la réalité, ça revient à amener trop de flou dans la connaissance de la réalité, et bien du coup l'algorithme il ne va pas voir la signature de l'œil du lion et donc il ne va pas comprendre comment sur une photo il y a un lion ou comment il n'y a pas de photo. L'exemple du lion, il est donné évidemment à titre pédagogique, mais c'est la même chose pour tous les cas de figure. Si, quand je mesure mes bouchons de stylo et mes stylos, eh ben, j'ai une incertitude de mesure trop grande, donc une erreur de mesure trop grande, qui fait que la valeur que je crois du bouchon et la valeur que je crois du stylo n'ont rien à voir avec la réalité du bouchon et du stylo, j'arriverai jamais à expliquer grâce à ces valeurs pourquoi des fois le stylo marche et pourquoi il ne marche pas. Parce qu'il y a des combinaisons de valeurs mesurées identiques qui diront ça marche et qui diront ça ne marche pas, simplement parce que les valeurs vraies en dessous étaient différentes, mais les erreurs de mesure trop grandes pour voir les différences, donc la photo trop floue pour comprendre le fonctionnement. On n'a jamais eu autant besoin de mesures fiables depuis, ou maintenant à partir du moment où on va utiliser ces algorithmes pour mieux comprendre le comportement des procédés, pour mieux comprendre les exigences fonctionnelles et donc pour atteindre l'efficience en matière de production, histoire de laisser une planète à peu près vivable aux générations futures. Si on continue comme avant, avec le pire des cas et les surexigences, dans le livre avec Laurent, on cite Saint-Exupéry. Eh ben, Saint-Exupéry, il a dit un truc très juste, il a dit « on n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants ». Donc, surexiger aujourd'hui, c'est piller le patrimoine de nos enfants demain. Je ne crois pas qu'autour de cette table, tout le monde ait envie de sacrifier ses enfants juste parce qu'on n'a pas envie de remettre en cause un certain nombre de croyances. Donc voilà ce qui était important de comprendre. Et alors maintenant, je reviens au rôle de la métrologie dans cette affaire-là, avec cette fameuse équation que j'ai mis en introduction de la journée. Maintenant qu'on a compris que cette valeur mesurée, c'était une somme de valeurs vraies d'erreurs de mesure, que grâce au guide 98-4, on a réouvert le chapitre des statistiques à la page de Bayes et de son théorème des probabilités conditionnelles, et qu'on a compris que derrière une valeur mesurée brute, si on avait des informations dont on dispose, notamment grâce au big data, notamment grâce à ce qu'on sait faire nous en métrologie pour évaluer les incertitudes de mesure, quand on dispose de toutes ces informations, on peut transformer une valeur brute en une valeur révisée grâce à la loi a posteriori et notamment au mode de la loi a posteriori, donc MUA dans le monde gaussien, eh ben, on va pouvoir on va pouvoir réaliser ce post-traitement qui va nous permettre de transformer ces valeurs brutes en valeurs de meilleure qualité
de façon à ce que les algorithmes arrivent à voir la tête du lion ou quand est-ce que les bouchons de stylo fonctionnent, plutôt que de les laisser dans le flou. Il y a un adage qui dit, enfin, c'est pas un adage, un acronyme dans le monde de la data science qui est GIGO, G-I-G-O, garbage in, garbage out. Nous, l'algorithme, il est bête. On n'est pas encore dans l'intelligence artificielle forte. L'algorithme, lui, il est besogneux, en fait. Il fait beaucoup de calculs. Mais il nous fait confiance. C'est-à-dire qu'il croit dans ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que les valeurs qu'on lui donne pour expliquer des phénomènes, il les croit. Lui, il ne les remet pas en cause. L'algorithme n'est pas capable de dire, là, tu me racontes n'importe quoi. Il va essayer de comprendre le pourquoi ça fonctionne, mais si on lui dit n'importe quoi, ben, les règles qu'il va trouver, elles ne marcheront pas. Garbage in, des valeurs de mauvaise qualité, garbage out, des modèles de mauvaise qualité. Je profite juste une petite digression pour rappeler que alors, cette intelligence artificielle, ça fonctionne sur ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire cette capacité à recueillir des datas. Dans les années 2000, le big data, c'était qualifié par les 3 V, vous en avez peut-être entendu parler, véracité, volume, variété. Et assez vite, ceux qui utilisent ces algorithmes, alors non pas pour produire des entités industrielles, mais pour nous vendre des trucs sur Amazon et sur Google, et ils ont compris qu'il y avait un 4e V essentiel, c'est la véracité. Ben, nous, les métrologues, nous sommes le 4e V véracité du big data. Et c'est sans cette véracité, les algorithmes ne trouveront pas les réponses à l'optimisation des exigences. Donc, on a un rôle vital pour l'avenir dans la transformation de notre façon de voir et les spécifications et les mesures à usage industriel. Alors, on va faire, je vous ai préparé un petit fichier pour vous permettre de vous rendre compte de tout ça. Donc là encore, il vous sera diffusé cet après-midi. Je vais fermer ça parce que... Pop, désolé, un petit peu de logistique. J'arrive pas à fermer le format de la forme. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc ici, il fait quoi ce fichier? Il va vous montrer à quel point ce que nous, on a appelé maintenant chez Deltamu le BMR, pour Bayesian Measurement Refinement, à quel point un métrologue peut apporter de la valeur dans une série de données, voilà, parce qu'il fait son métier de métrologue, c'est-à-dire qu'il évalue ces incertitudes de mesure et qu'il les évalue de façon pertinente. Alors, par simulation numérique, tout est évidemment pertinent parce qu'on fait le travail à l'envers. En fait, en simulation numérique, on est Dieu. Donc, moi, Dieu, je décide que ma production, c'est une loi normale, 2 moyennes 10 et d'écart type 0,1. Voilà. Ça, vous ne le verrez jamais, vous ne saurez jamais que la vérité, c'est 10 avec un écart type de 0,1. En revanche, vous, métrologue, vous savez dire, bah, mon processus de mesure, tel que je l'ai analysé, alors soit par le GUM, soit par le GUM-S1, soit par la 5725, peu importe, il a un biais. Alors, en numérique, on va le corriger, ce biais, évidemment. Vous voyez, dans la formule ici de la loi a posteriori, on enlève le biais de mesure. On ne peut peut-être pas l'enlever sur l'instrument, mais on va pouvoir l'enlever quand on va traiter les valeurs mesurées par le processus. Donc, je sais évaluer ce biais de 0,3, c'est la somme de tous les biais, je vous le rappelle. Je sais évaluer cet écart type de 0,07. Je vous rappelle que c'est la somme des variances, enfin, c'est la racine carrée de la somme des variances qui composent le processus de mesure. Donc, dans le cas indépendant, s'il y avait des covariances, ce n'est pas grave, ça n'empêche absolument pas de faire les calculs. Là, j'ai pris un cas simple pour des raisons pédagogiques, pour que vous compreniez. Donc, moi, métrologue, ça, je ne connais pas. Personne ne connaît. Ni la production, ni personne. C'est Dieu qui sait ça. C'est mes bouchons, il n'y a plus qui les connaît. Moi, je connais ça, je sais estimer ça. Voilà. Pour l'instant, je redis, ça ne sert pas à grand-chose. Et ben, vous allez voir que ça va servir à beaucoup de choses maintenant. Je peux, si j'ai une série de mesures, donc dans la colonne E, j'ai fait une série de mesures. On va rappeler la mesure, c'est quoi? C'est une valeur vraie, c'est le premier terme de ma simulation, loi normale inverse avec B2, B3 dans les paramètres, et une erreur de mesure qui se produit, et là, c'est les paramètres B6, B7 de mon incertitude de mesure qui joue. Et donc, moi, ce que je vois observateur, la colonne E, je vois des valeurs mesurées. Je ne sais pas faire le distinguo entre l'erreur de mesure et la valeur vraie, je vois des valeurs mesurées. Sauf que, avec les propriétés statistiques qu'on a vues ensemble mardi, je sais que je peux déconvoluer, c'est-à-dire que je sais que la moyenne de mes observés, donc de mes valeurs mesurées, c'est égal à la moyenne de la réalité plus la moyenne de mes erreurs de mesure. Donc, la valeur de la réalité, c'est la valeur des observés, ce que vous avez ici, donc moyenne EE, moins B6, qui est le biais de mesure. Voilà. Donc, j'ai moyenne moins B6, d'accord? Et ça me donne 10,001. Alors, je ne suis pas Dieu. 10,001, ce n'est pas 10, d'accord? Parce que la réalité, la vraie moyenne, c'est 10. Mais je trouve 10,001. Alors, si je refais la manip, je vais trouver encore un petit peu différent et ainsi de suite. On a parlé
de ce que sont les estimateurs. On n'atteindra jamais mu, on aura X bar, mais plus on aura de valeur et plus X bar tendra vers mu. Ça tombe bien, dans le big data, on a plein de valeurs. Donc, on a cette chance dans le big data d'avoir suffisamment de quantité d'informations pour avoir des paramètres qui soient intéressants. Ben, je fais la même chose exactement pour l'écart type. Bon, alors je ne retrouve pas le 0,1 que Dieu connaît en haut, je retrouve à peu près 0,1 que je peux, par déconvolution, obtenir grâce aux valeurs mesurées et aux incertitudes de mesure. Et donc, je vais pouvoir calculer, pour chacune de mes valeurs mesurées, je vais pouvoir calculer une valeur révisée grâce aux propriétés de la loi a posteriori. Donc, j'applique simplement la formule que je rappelle ici dans mon fichier. Et quand je lis 10,459, alors, sachant tout ce qu'on a dit et sachant les paramètres qu'on vient de calculer, j'attire votre attention que je calcule les paramètres suivant la production, enfin la déconvolution, pas sur la production parce que je ne la connais pas. J'utilise ces deux paramètres-là. Donc, j'ai mesuré ça et là, grâce au guide 98-4, le BMR me dit, derrière cette valeur de 10,459, sachant tout ce que je sais, la vérité, c'est peut-être plutôt 10,108. Je ne connais pas la vérité, je la connaîtrai jamais, d'accord ? Mais c'est mieux que cette valeur brute qui a une incertitude qui est considérable devant la tolérance que je cherche. Et puis ici, je simule des valeurs vraies possibles, complètement indépendamment du reste, parce qu'il y a bien des valeurs vraies possibles, et du coup, je les simule pour pouvoir comparer les histogrammes. Vous vous rappelez, on a fait des histogrammes plusieurs fois au cours de cette masterclass. Pour moi, c'est essentiel d'être capable de dessiner un histogramme. Et cet histogramme, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, regardez bien. Il nous dit ici, la dispersion des valeurs mesurées, c'est celle que j'utilise d'habitude. Hein, d'accord? La valeur mesurée. Bêtise. C'est la dispersion des valeurs mesurées. Et puis ici, j'ai la dispersion des valeurs révisées. Et ici, la dispersion des valeurs vraies. Et donc, quand je regarde mes trois histogrammes, je comprends bien à quel point la mesure, elle n'a rien à voir avec la réalité. Alors, chacune des valeurs révisées n'est pas égale à la valeur vraie. D'ailleurs, dans mon tableau, je ne connais même pas les valeurs vraies qui sont cachées derrière les valeurs révisées. Donc, l'histogramme des valeurs vraies est totalement indépendant. Il n'a pas besoin d'être calculé avec sur les valeurs mesurées. Je ne peux pas le faire. Par contre, comme j'avais les paramètres, je peux comparer. Et en comparant, je vois bien clairement que mes valeurs révisées sont bien plus représentatives de la réalité. Les valeurs révisées, j'ai bien dit, hein, sont bien plus représentatives de la réalité que les simples valeurs mesurées. Je pense très sérieusement et très sincèrement que voilà ici le vrai rôle du métrologue dans l'usine 4.0, dans l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle. Avec Laurent, quand on a écrit le livre, c'est notre conclusion. Ouais, j'étais assez optimiste en me disant moi, j'aimerais que les métrologues deviennent data scientists. Alors, la métrologie et la data science, c'est quand même pas exactement la même chose, mais on sert la même cause, c'est-à-dire l'efficience industrielle, le juste nécessaire et la qualité, zéro défaut. Et du coup, on a convenu en conclusion d'expliquer que le métrologue, c'était plutôt un bras droit des data scientists, car sans métrologie, et je parle bien de métrologie, je ne parle pas de métrologie ISO 9001, des étiquettes et des EMT divisés par racine de 3, je parle de métrologie, donc de choses voilà, qui font sens, et vous voyez là, j'espère, eh ben, le métrologue aura un rôle vraiment nouveau dans cette industrie 4.0. Attention, il faut saisir notre chance. C'est-à-dire que le problème d'aujourd'hui, qu'on pointe depuis 2015 déjà, puisqu'on avait mis en ligne un site qui s'appelle Mesurons bien le Big Data, je l'ai mis dans les liens ressources parce qu'on avait un livre blanc sur ce site en téléchargement gratuit qui montrait dans des vraies situations industrielles qu'on était des industriels qui avaient plus de bruit de mesure que de réalité. Donc, on était dans cette configuration-là où les valeurs mesurées on était même pire. Et on va dire qu'on était dans cette situation-là. Voilà. C'est-à-dire où les valeurs mesurées, c'est du bruit, alors que la réalité, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mesuré. On est plus dans ces trucs comme ça. Donc, il y a 4 exemples industriels. Et là, on alertait les métrologues sur attention, il va falloir faire des choses maintenant parce que les industriels, donc vos employeurs, vos entreprises, vont avoir besoin de données plus fiables qu'avant, parce qu'avant, c'était la table à dessin, maintenant, c'est les algorithmes d'IA, et il va falloir produire des données plus fiables. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait tous pris le virage, mais il faudra le prendre. Voilà. Et j'ai peur qu'il y ait pas mal de déconvenus industriels, dans le sens où on a dépensé beaucoup d'argent
pour faire de la métrologie, en tout cas pour faire des étiquettes, et on n'en a peut-être pas dépensé assez pour mieux comprendre tous ces phénomènes qui sont pourtant au cœur de nos problématiques industrielles pour maîtriser la qualité de production, donc la performance de nos entreprises. Voilà pour ce fichier, donc il vous sera fourni, vous pourrez vous amuser avec. Et de la même façon, bon, je le remets comme ça pour faire des choses plus, voilà. Si vous avez des questions, bien évidemment, j'aurai plaisir à essayer de vous répondre. Donc voilà ce que c'est que ce BMR dont on parle déjà depuis longtemps, hein. Et comme il est l'heure de finir, je vais juste, je n'ai pas parlé de Delta-Mu pendant 5 jours. Là, il y a une petite fresque qui montre un peu ce que Delta-Mu a fait depuis sa naissance, donc depuis janvier 98. Bon, ben voilà les différentes choses qui ont émaillé notre histoire. Le Congrès international de métrologie de Saint-Louis, c'est là où on a commencé à parler des méthodes de périodicité pour les calibres. Celui de Bordeaux en 99, on avait parlé de la périodicité avec le rapport de périodicité. C'est nous enfin, en grande partie qui sommes à l'origine du FDX 07014 sur la périodicité, puis le guide des surveillances du CFM, puis MCARE en 2011. Je ne pensais même pas que c'était si vieux. Bon, évidemment, il y a Optimu derrière, il y a notre cluster dans lequel on a pu comprendre ce qu'était l'intelligence artificielle. On a les FDX 07039 et 07041 pour les C2I, pour le guide 98-4, on développe le BMR. Enfin voilà, on a fait pas mal de choses, mais on a encore beaucoup d'idées. Comme vous le savez peut-être, on est aussi l'animateur du groupe international qui révise l'ISO 10012. Donc évidemment qu'on va tâcher dans l'ISO 10012 de faire valoir au niveau international quels sont les axes, enfin en tout cas les directions que doivent prendre la métrologie industrielle pour sortir d'une gestion calendaire type métrologie légale et aller vers l'efficience industrielle en passant par les algorithmes d'intelligence artificielle. Enfin, vous voyez, on a encore beaucoup de travail à faire. Et je vais finir avec vous sur 2 projets. J'en parle pas là, c'est un petit peu trop tôt. Je vous invite simplement à suivre nos actualités. J'imagine que vous êtes nombreux à le faire puisque vous êtes là. On travaille actuellement sur un algorithme avec 2 partenaires qui s'appelle Revilent et qui permet de calculer l'espace de bon fonctionnement dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout de détecter des anomalies au plus proche de leur survenance. Vous savez à quel point ça nous est cher. Et en plus, dans la façon qu'on a de détecter ces anomalies, on est même capable de les identifier. Autrement dit, on fait vraiment de l'amélioration continue. Une anomalie a une signature particulière. Quand cette anomalie a été décryptée et qu'on connaît sa signature, quand elle se reproduira, alors on saura tout de suite ce qu'il faut faire plutôt que d'attendre et se poser des questions, puisqu'on aura enregistré dans une base de connaissances le fait que telle anomalie provoque tel type d'effet sur la multitude des paramètres qu'il faut maîtriser en même temps. Et donc, on sait tout de suite dire à la personne concernée ce qu'elle doit faire pour revenir dans l'espace de bon fonctionnement. Et la deuxième chose, alors c'est un projet ambitieux dont on parle depuis longtemps, qui avance très doucement, c'est une plateforme qui s'appellera We Are Métrologie. L'objectif, c'est de partager entre métrologues un certain nombre d'informations, soit des sources documentaires intéressantes, soit des outils de calcul, soit des données, hein, de manière à pouvoir intégrer ou proposer aux constructeurs d'instruments de mesure à l'avenir, alors l'avenir, c'est absolument pas dire quand c'est, mais c'est pas aujourd'hui, d'intégrer ce post-traitement bayésien qu'on appelle le BMR dans les instruments de mesure. Parce qu'après tout, maintenant les instruments de mesure sont communicants. Donc si on est capable de dire à un instrument de mesure qui participe à un processus qui a telle incertitude et qui mesure à ce moment-là une production qui a tel paramètre, alors on peut imaginer que lui fasse tout seul le calcul dont on vient de parler et qu'il dise j'ai vu 10,12 comme avant, dans l'ancien temps j'aurais dit 10,12, mais sachant tout ce que le métrologue m'a dit sur les conditions de cette mesure, et ça sera bien au rôle des métrologues de faire ces paramétrages, sachant tout ce que je sais, alors c'est plutôt 10,08. L'intérêt, c'est qu'on dise tout de suite à l'opérateur, c'est 10,08. Comme ça, au moins, on ne viole pas ses croyances sur le fait que la valeur mesurée, ça a quelque chose à voir avec la valeur vraie. Sauf que là, on a fait ce post-traitement grâce aux technologies actuelles de communication et de calcul rapide pour qu'on lui donne la valeur révisée plutôt que la valeur brute, dont on sait qu'elle est entachée d'erreurs. Voilà. Mais écoutez, j'ai tenu le timing. Quelques ressources complémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin. Et évidemment, toute l'équipe Delta-Mu et moi-même restons à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit dans la sphère, on va dire, officieuse, juste d'échange, ou évidemment commerciale, puisqu'on a aussi un certain nombre de prestations à notre catalogue. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite surtout une bonne réflexion,
et j'espère que vous serez nombreux à entamer ce chemin vers ce qu'on a appelé la smart métrologie, et le BMR étant en quelque sorte ce Graal de la smart métrologie, la capacité de produire des mesures le plus fiables possible et le plus représentatif possible par rapport à la réalité pour atteindre l'efficience. Merci à tous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.